Interview. Okej, då börjar vi. L'interview du jour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, à l'écoute de Radio Diois sur le 107.5 FM et sur internet le www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour, alors que l'inauguration du festival Est-Ouest a lieu en même temps que la diffusion de cette interview. Pendant 6 jours, vous aurez la chance, à Die, de pouvoir assister à de nombreuses manifestations, expositions et autres performances autour du Maroc. Nous avons la chance de recevoir Christine Dumont-Léger. Alors, vous avez un texte de présentation, j'allais dire dense. On commence par dire que vous êtes chorégraphe et du coup ça me donne l'occasion de vous demander qu'est-ce qui vous amène à travailler sur le Maroc et dans quel domaine on va pouvoir vous rencontrer. Bonjour, merci de me donner la parole. Donc en me donnant la parole, c'est un moyen de donner aussi la parole aux femmes amazighs. Donc c'est ce dont... c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai tout ce cheminement-là. Donc, je suis chorégraphe et danseuse de métier. Et donc, dans ma recherche d'artiste, donc j'ai eu besoin de retourner à un moment donné, après 20 ans, de retourner à des sources, de retourner à l'origine du mouvement. Et donc, je me suis penchée du côté des sociétés traditionnelles. Et après de longs mois d'études dans les archives au Quai Branly, et puis dans des lieux comme à la Maison des Cultures du Monde, en Bretagne, où il y a vraiment des réserves et des trésors d'archives, je me suis penchée sur plusieurs sociétés traditionnelles, et c'est le Maroc qui m'a retenu bien plus que ce que j'avais prévu, qui s'est imposé à moi de façon... assez forte, puissante, comme un retour historique, hein, quelque chose, un retour en arrière, très fort, qui est pas entendable, en fait, qui n'est pas entendable, c'est quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur, et donc j'ai pas eu... Quelque chose d'originel chez vous ? Ah oui, complètement, merci de le noter, c'est-à-dire que c'était comme ça, il fallait que... Donc j'ai ciblé ma recherche sur les... J'étais très vite attirée, bien sûr, par les montagnes, et du coup je me suis retrouvée dans les archives au cœur de l'Atlas marocain, et dans ce que j'avais pourtant au musée du Quai Branly, qui a une grande actualité d'archives, ça s'est arrêté dans les années 80, début 90, au niveau des publications. Et j'ai eu la croyance qu'il n'y avait plus de berbères. Alors berbère, en fait, c'est le nom qui a été donné à ces peuples-là au moment des invasions romaines, il y a très longtemps, on va dire. On va résumer comme ça. Mais les berbères eux-mêmes s'appellent Imazighen, c'est-à-dire les hommes libres. C'est ceux qui sont les autochtones de l'Afrique du Nord, bien avant les invasions, les premières invasions. Et donc, hommes libres parce que ils chevauchent les plaines, et donc elles sont d'abord nomades et se sont sédentarisées après. Donc, Amazigh au singulier et Imazighen au pluriel, donc aujourd'hui couvre un vaste territoire dont les principaux pays sont le Maroc, bien sûr en premier, l'Algérie, le Mali et le Niger. Et il y en a un petit peu aussi beaucoup des communautés berbérophones en Europe. Donc, j'avais la croyance qu'il n'existait plus de berbères, et en grimpant derrière les montagnes, j'ai rencontré un foisonnement de vie de femmes à l'ouvrage, des milliers de femmes, en fait, qui étaient là, cachées, comme louvées, dans un nid protégé, et elles œuvrent, en fait, au quotidien, et donc, en tant que chorégraphe, j'ai été, en tant qu'humaine, j'ai été bouleversée par ce qu'elles offrent tout simplement dans leur quotidien, dans leur rudesse de vie et dans la joie qu'elles peuvent porter dans cette rudesse de vie.
parce qu'elles sont reliées à la terre, elles sont en communion permanente avec la nature. Donc la nature leur redonne énormément. Elles dépendent presque à 100%, parce que ce sont les 3 villages que j'ai rencontrés. Donc après ces études, je suis allée donc dans les montagnes, bien sûr. Et donc les 3 villages que j'ai choisi de rencontrer, vers lesquels je suis allée, vivent encore quasiment en autarcie. Donc en fait, la dépendance vis-à-vis de la nature est très forte. Donc il y a un énorme respect, et toutes les problématiques climatiques aujourd'hui que l'on rencontre, ce sont ces peuples-là qui en sont les premières victimes. C'est très violent parce que par exemple cette année, pour une des premières fois, le village de Hamassine dans l'Anti-Atlas n'a pas été faire sa transhumance, parce que même à 30 ou 50 km plus loin, il n'y avait pas plus à paître. Donc en fait, les réserves s'assèchent et se diminuent. Et donc si les pâturages diminuent, le troupeau n'est pas bien nourri. Si le troupeau n'est pas bien nourri, la viande est moindre, la laine aussi, et le lait aussi, et donc le peuple se meurt en fait. Donc il y a un grand respect vis-à-vis de la nature. C'est des peuples à l'origine de philosophie et d'éthique animiste. Et donc c'est avec les invasions que la religion est venue s'installer, mais elle est très, comment dirais-je, elle existe, mais la religion n'est pas... elle existe, elle est là, mais la priorité est vraiment leur relation avec la nature. Donc c'est ça qui prime. Et donc dans ce qu'elles transmettent au quotidien, il y a ces travaux des champs extérieurs, les travaux intérieurs. En fait, dans ce que j'ai rencontré, que je n'avais pas prévu de rencontrer derrière ces montagnes, c'est toute cette parole qu'elle porte en elle et qui est redonnée au vent et à la nature. Et ce sont des femmes qui n'écrivent pas et qui ne lisent pas. Et pourtant, leur droit de parole est énorme, malgré tous les préjugés que l'on peut avoir sur ces peuples-là. En fait, n'ayant pas la parole, elles ont trouvé d'autres moyens intérieurs de s'exprimer, et c'est très très fort, parce que quand on coupe les vivres à quelqu'un, en fait, ça développe une force intérieure énorme, et donc la ressource humaine des femmes est énorme, immense, et on a l'impression qu'elle est infinie. Donc cette force-là qu'elle porte en elle m'a vraiment bouleversée, et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Donc quand elle tisse, donc tous les travaux intérieurs sont reliés avec des chants. Et quand elle chante, c'est évidemment pour se donner du courage, mais pas que en fait. Quand elle tisse, en fait, elle chante des chants collectifs qui racontent la vie de tous les jours, et quand elle tisse seule, elle se raconte des chants de peine, des chants de réflexion intérieure. Ces chants-là sont comme des chants de prière. Et donc, très souvent, elles implorent, elles demandent. Justement, il y a le chant de Djemila Idalhumt dans le village de Hamassine, dans lequel elle chante... c'est une femme qui n'a pas trouvé de mari. Donc, elle implore un peu le ciel, l'univers, en disant... Et toi, l'homme, où es-tu ? Honte à toi de ne pas être venu me chercher. Viens me voir, je suis là, je t'attends. Et en fait, dans ce simple chant qu'elle se chante, pendant qu'elle tisse, elle se raconte. Et quand elle se raconte, elle le fait dans le souffle du geste du travail. La première fois que Djemila a chanté ce chant-là, nous étions sous un préau. Et nous étions en juin. Elle s'est installée, j'étais installée à côté d'elle, et elle a commencé donc à tisser. Donc il y a le peigne qui est très lourd, qui tasse la laine, donc on entend boum 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 boum, et donc ça rythme. Elle donne déjà la base et la pulsation de son travail. Et puis elle tisse la laine, et on entend le filage tissé entre les chevaux. Et à un moment donné, la pluie s'est mise à tomber sur le préau. Et donc la pluie a chanté avec elle. C'était un instant de pureté, de mélodie reliée avec les éléments. Elle était reliée avec son travail. Et une fois que tous les instruments étaient posés, toute l'orchestration était posée, elle s'est mise à chanter.
Et le chant a traversé le préau et passé dans les rues, comme à inonder le village. Et le chef du village, Erkandemmo, est rentré en disant « Mais qui chante ainsi ? Qui chante ainsi ?» Et c'était simplement Djemila qui chantait ses peines. Et une fois qu'elle a eu fini son chant, elle avait avancé une partie de son tissage. Et ce qu'elle raconte dans son tissage, eh bien, c'est tout un tas de petits messages à travers les signes. Parce que dans les signes, il y a la parole chantée et il y a la parole écrite. Elles n'écrivent pas, mais tous les petits signes s'écrivent dans les tissages. رقصت زيت لهم منك ورية شومة في اللاكة شومة في اللاكة وحين تيمي حناقي غمغي كل دعا رضاقت لحيت ستيرمتني ترزيخ شومة في اللاكة شومة في اللاكة وحين تيمي حناقي غمغي كل دغا رغداقت لحيت ستيرمتني ترزيخ شومة في اللاكة. Et vous, quel est votre moyen d'exprimer ce que vous avez reçu, justement parce que vous essayez de retranscrire, en tout cas de témoigner de ça, et par quel moyen ? Donc à l'issue de cette grande aventure qui a duré sur près de 3 ans, à plusieurs séquences pendant des saisons différentes, j'étais partie comme chorégraphe et donc en fait le député maire de Ouarzazate, Saïd Amskan, qui est toujours actuellement et qui est donc qui préside la fondation du Grand Ouarzazate à Ouarzazate, m'a dit Christine, écris-nous un livre. Et je dis mais c'est pas mon corps de métier. Écris-nous un livre. Et donc, 6 mois après, je lui dis d'accord, je vais écrire ce livre. Et donc, je me suis mise à l'écriture. Donc, j'étais rentrée. Je me suis mise les pieds dans la terre, dans ma campagne, au bord de l'eau, dans les roseaux. Et donc, j'ai écrit ce livre. Et donc, ce livre a trouvé une maison mère, un éditeur franco-marocain, les éditions La Croisée des Chemins, qui m'a dit Christine, je veux tout ce que tu as, je veux tes écrits, tes photos, tes graphismes, et viens avec nous à Casa, et tu feras le livre avec nous. Donc je suis partie 10 jours aux éditions, et donc nous avons conçu ensemble avec l'infographiste ce livre. Un disque est né, donc il y a un disque avec ce très beau livre, ce très beau livre, parce que forcément je trouve pas. C'est heureux. Et donc, il y a un très beau livre qui est arrivé. Et comme je suis du spectacle vivant et que la version papier ne me suffisait pas et que nous sommes dans un pays, dans un territoire, un tamasga de tradition orale, je me devais, c'est vraiment comme ça que ça s'est imposé à moi, je me devais d'en faire une retranscription orale et visuelle. Donc, de ce livre est née une exposition. Et donc une création spectacle dans lequel je raconte les récits, les chroniques de vie de ces femmes que j'ai rencontrées avec le plus grand respect de tout ce qu'elles m'ont confié parce que je me suis glissée derrière leur porte, elles ont entrouvert leur porte, je me suis glissée derrière. Je me suis fait toute petite et donc j'ai juste observé et rencontré leur souffle de vie qu'elles installent dans leurs gestes et dans leur champ de travail qui est un vrai fondement de la source du féminin parce qu'elles portent en elles, elles portent en elles vraiment l'essence même du féminin dans leur ouvrage. Elles sont dans cette qualité d'être là en permanence au quotidien. Et c'est ce dont m'a dit Saïd Amskan, il m'a dit « Il n'y a que toi qui as vu ça. Moi, je le sais en tant qu'enfant, puisque j'ai vécu dans les montagnes, mais tu es la première à me le dire comme cela. » Et donc, ce livre est né, et donc après l'exposition, donc je présente toute cette rencontre mercredi, donc ce soir, à 18h30. Donc, j'ai aussi créé un diaporama pour rendre plus vivant encore ce livre qui est en version papier. Et donc, Ra, la dernière femme nomade du village de Boutrar, m'a comme intronisée
au champ minéral de sa falaise. Elle a vécu près de 40 ans dans les montagnes et quand elle m'a emmenée dans ces falaises, elle m'a transmis ce vent sacré qui est à l'intérieur de moi maintenant comme la lampe merveilleuse d'Ali Baba. Quand on frotte, quand je viens à réchauffer cette lampe, en fait, ce chant jaillit de moi à l'infini. Donc je me dois de redonner ce chant qui est minéral, qui est fait de la voix de ces femmes, que lorsqu'elles marchent pieds nus dans la rivière et qu'elles ont les mains qui arrachent les bambous, j'ai ce chant-là à l'intérieur de moi à l'infini. Donc je me dois de le transmettre parce que en l'offrant, ça inonde comme la petite fée Clochette, ça inonde chacun d'entre nous de cette roche-là de l'Atlas qui est majestueuse. On peut dire qu'en tout cas, ça vous a complètement pénétré, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui incarne autant. Enfin, vous le vivez, c'est bouleversant à écouter. J'espère que les gens le seront autant que moi maintenant en allant voir l'exposition, en vous écoutant. On va pouvoir, voilà, à 18h30 vous rencontrer pour présenter cette exposition et ensuite recevoir ce qu'elles ont à nous donner. Ouais. Et ensuite, elle est visible toute la semaine au théâtre ? Voilà, elle est visible jusqu'au 16, donc toute la durée du festival. Et donc dimanche matin, j'ai la chance de pouvoir ouvrir un atelier donc, qui est ouvert à tous, hommes, femmes, enfants, pour que je puisse, on va dire, insuffler à chacun un petit brin de ce vent et que chacun reparte avec ce vent minéral de l'Atlas durant 2 heures, que l'on pourra retransmettre le dimanche après-midi à 14h, tous ensemble, avec la grande joie de laisser la place à ce qui va se passer dans le temps présent, parce que c'est ça vraiment aussi qui se passe. Et donc ce sera suivi d'une table ronde où on parlera donc de la femme au Maroc, et donc ma partition à moi sera les femmes amaziques derrière les montagnes. Thank you.